mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau où nous reparlerons avec des nouveaux invités du projet loi sur la congolité qui soulève moult réactions. Bienvenue Zoka, analyste politique, cadre de l'Union de la Nation congolaise, UNC en sigle. Patrick Nzei, président du parti Les Démocrates Nationalistes, sont ceux qui vont analyser le sujet aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer l'émission avec d'abord des mouvements de grève qui secouent la capitale ce matin. Les transporteurs en commun, les médecins protestent ce 12 juillet. Les premiers, donc les transporteurs, pour le nom, on va commencer par les derniers, les médecins, pour le non-paiement de la prime de risque et l'inscription sur les listes de paie des médecins nouvelles unités. Et les premiers pour contre la mort plutôt de l'un des leurs tués à coups de crosse par des hommes en uniforme et des tracasseries dont auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Alors, Monsieur Zoka, déjà, la question, comment êtes-vous arrivé aujourd'hui en nos studios? En tout cas, avec une difficulté vraiment, en tout cas, exagérée, parce que j'aurais appris auprès des chauffeurs qu'ils ont manifesté à cause des tracasseries que l'État impose sur leur fonctionnement. Et je tiens également aussi à rappeler, ou encore à rappeler à l'ordre, à l'autorité, de bien vouloir régulariser le secteur du transport, parce qu'en réalité, la première minorité du Congo, nous souffrons de problèmes de transport plutôt, parce que l'État jusqu'alors, il n'a pas vraiment de moyens de transport aussi suffisants pour satisfaire les besoins de toute la population quinoise. Et comme le secteur des transports aujourd'hui en République démocratique du Kinshasa est plus soutenu par les privés, je vois qu'il faut quand même chercher à trouver un mécanisme de solution adéquate pour que chacun puisse se retrouver dans son camp. Et vous, monsieur Patrick, ça a été pour vous ce matin? Oui, ça a été. Moi, je suis un lève tôt. Donc, je suis arrivé très tôt au bureau déjà ici en ville. Et donc, ce n'est qu'après que lorsque j'ai rencontré des collègues qui me diront qu'il y a des problèmes de transport et tout ça. Et donc, voilà, donc on ne sait pas exactement c'est dû à quoi. Certains parlent de tracasseries. Des tracasseries, comme venait de le dire l'ami d'en face. Certains autres parlent également, je ne sais moi, d'un des chauffeurs qui avait été tabassé avec son receveur. Tabassé, oui, voilà. Et c'est ce qui a créé cette situation. Donc, ils ont manifesté pour cela. Donc, je n'ai pas exactement les éléments, n'est-ce pas, pour m'exprimer tout à l'heure là sur ces points. Alors, comment trouvez-vous cette mesure de grève des chauffeurs envers la population? Parce qu'il faut dire que la population aujourd'hui, c'est celle qui souffre de ce mouvement de grève-là, alors que justement, c'est pour revendiquer contre une autre couche de la population, on va dire, donc les hommes en uniforme qui les tracassent. Comment vous trouvez ce mouvement, cette mesure de grève initiée par l'Association des chauffeurs du Congo pour revendiquer cela? Comment vous le trouvez envers la population? Je trouve que c'est déjà l'imposition d'une grande difficulté en ce qui concerne la circulation des personnes et de leurs biens dans la réponse de Kinshasa. Parce que la plupart de la population congolaise, nous sommes estimés à 10 millions d'habitants et que la majorité d'une franche partie de cette population, ce sont des gens qui vivent dans le système de tous les jours. Donc il faut aller en ville pour chercher de quoi manger, pour chercher comment vêtir ses enfants, pour chercher comment vivre le quotidien. Donc je pense que je dois également aussi conscientiser nos chauffeurs pour voir la réalité en face, qu'ils vont que préjudicer leurs frères, la population qui sont également aussi dans la même souffrance qu'eux aussi sont de connaître. Mais également aussi je tiens, comme je l'avais dit au départ, que l'État doit prendre ses responsabilités en main pour chercher à bien régulariser les systèmes de transport dans la vie pour de Kinshasa, afin que les chauffeurs puissent également se trouver leur compte. Mais il faut éviter les tracasseries, il faut éviter
des tabassements illégaux, il faut plutôt ça a toujours été légal, hein, parce qu'il y a des voies, autres voies pour recourir justement à la justice, quel que soit le problème. Mais en venir aux mains, ça n'a jamais été une bonne chose. C'est pour cela que je tiens à rappeler à la conscience des uns et des autres de bien vouloir observer d'abord les lois de la République. Est-ce que quelqu'un, si même il vous a injurié, il y a un droit approprié, mais ce n'est pas le fait de le tabac, parce que c'est contre même les dispositions concernant les droits de l'homme. Parce qu'il faut quand même attendre quelqu'un, mais il faut, vous pouvez l'arrêter de manière préventive, et puis l'attendre, et après, il faut infliger les sanctions qui conviennent par rapport à cette infraction-là, et au lieu de vouloir, comment dirais-je, faire des pratiques là un peu malsaines au vu de tout le monde, parce que la personne là peut aussi connaître la mort. Justement, et c'est ce qui est arrivé. Monsieur Patrick Nzay, il faut dire qu'aujourd'hui on assiste souvent, et c'est quotidien, à ce genre de tracasseries. Nous-mêmes qui sommes transportés par ces chauffeurs de taxi, des fois on voit surtout quand il s'agit des unités enfin comment on les appelle, les PCR, les roulages, qui viennent, qui ouvrent la portière de la voiture, qui sortent le chauffeur d'une manière peu cavalière, et on assiste à cela. Et moi je m'étonne qu'aujourd'hui les transporteurs en commun puissent réagir de la sorte, alors que c'est quelque chose, on va dire, qui est leur quotidien, et ils n'ont jamais fait front contre cela. Pourquoi alors aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y a eu mort d'homme alors. Bon, évidemment, ces tracasseries sont condamnables. Nous condamnons ça au quotidien. Donc, les agents de circulation routière doivent être pour réguler la circulation et non pour déréguler. Donc, c'est ce que nous avons, c'est l'impression que nous avons. Parfois, il y a des bouchons ici et là. Vous êtes là, dans des voitures, et par la suite, lorsque vous vous rendez au carrefour, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui a créé ces bouchons. Donc ça a été dérégulé par la volonté, n'est-ce pas, de ceux qui sont censés réguler, n'est-ce pas. Ces violences sont condamnables, mais également aux chauffeurs. Ils doivent savoir, c'est pas comme ça un matin, vous vous réveillez à Tchangou, vous déclenchez un mouvement, sans pour autant consulter vos autres confrères ou pairs. Donc, si... C'est pas que ceux qui ont pris le volant ce matin ont été face aux autres qui les ont obligés à rentrer à la maison. Mais justement, il y a même eu... il y a même eu des casses, il y a même eu des affrontements entre eux, parce que ceux qui sont restés, n'est-ce pas, ceux qui sont sortis ont été attaqués par ceux qui ont lancé ces mouvements. Et on a dit, il y a eu même des Cheikh et tous les autres profito-situationnistes qui se sont mêlés pour, n'est-ce pas, chercher à aggraver la situation. Donc, je pense que il y a une association des chauffeurs, ASECO, et je pense que s'il y a un mouvement de grève qui va être décrété, s'il y a un mouvement de protestation... Déjà, ça s'informe. Oui, mais ça s'informe, c'est évidemment. Mais ça ne doit pas être... une surprise comme ça. Une surprise comme ça. Et donc, voilà, il y a plusieurs associations. D'ailleurs, moi, évidemment, j'avais été en qualité de président national du Parti des démocrates nationalistes. J'ai été sollicité par pratiquement 2000 chauffeurs sous les leadership d'un grand, le petit Niati. On devrait normalement organiser une séance publique parce qu'ils soutiennent également notre vision, pour notamment parler aussi de ce qui les préoccupe dans leur quotidien. Mais que malheureusement, à l'heure où on programmait nos réunions, l'on a restreint l'espace public. Nous ne pouvons plus nous rassembler, donc voilà. Mais je pense qu'en votre qualité, vous pouvez recevoir juste un comité restreint afin de parler avec eux. Oui, on avait parlé avec un comité restreint, mais on avait voulu que cela puisse être élargi aux autres. Alors, quelle est, selon vous, M. Zouk, la responsabilité directe des autorités de la police dans ce problème? Puisque c'est l'un des leurs qui... Enfin, ce sont les leurs qui sont concernés dans cette histoire. C'est eux qui tracassent. Oui, alors, les autorités, quelle est leur responsabilité directe? Merci beaucoup. Les autorités politiques et militaires, mais surtout militaires, là je m'intéresse plus précisément parce que les PGS font partie aussi de la corporation de la police. Pour la ville de nous avons le général Kassongo,
qui doit nécessairement prendre ses responsabilités en main. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à cette attribution-là qu'on lui a confié la responsabilité d'être comme le commissaire de la police de la ville de Kinshasa, de vouloir mener ou encore mettre en place des stratégies significatives et adéquates afin de contourner ces obstacles. C'est-à-dire, s'il y a même possibilité qu'on puisse ouvrir une enquête dans le sens de vouloir enquêter sur les différents agents de PGR qui, par exemple, demandent de l'argent de manière qui fait des tracasseries inutiles, qui cherche toujours à créer des infractions inutiles, qui peut encore occasionner même les accidents en cours de route. Moi, une fois, on était avec une dame dans sa voiture et directement, aussitôt qu'on arrivait au niveau du 16e rue, on voit un agent de PGR, on fait arrêter. Oh non, il faut donner on a exhibé tous les documents, mais malheureusement, il nous demande d'abord que nous devons donner le Chabana. Donc c'est pour nous que c'est un système qui est récurrent en République du Congo, que nous devons condamner. Et je tiens toujours à conscientiser nos agents aussi des PGR de bien vouloir servir la nation comme telle et non vouloir servir leurs propres intérêts. Est-ce qu'on fait encore, comment ils appellent ça, lorsqu'ils font de... Quand ils parlent, enfin, le mot va peut-être me revenir, lorsque non, quand le responsable s'adresse à eux, comment ils appellent ça, bon, ça va revenir le mot. Est-ce que je me demandais, est-ce que ça se fait encore pendant ces rassemblements là où le titulaire s'adresse à ses troupes pour leur dire, les conscientiser? Est-ce qu'ils le font encore pour pouvoir leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il y a cette police de proximité là justement qui est avec nous, et bizarrement le Congolais se méfie plus de la police que d'aller vers elle. Alors, Monsieur Patrick Nzeye, quelle est pour vous la manière la plus directe et franche de toucher les autorités pour mettre fin aux revendications en tant que président d'un parti politique? Puisque vous avez dit que vous avez eu 2000 chauffeurs qui sont venus vers vous pour vous solliciter. Bon, nous n'allons pas ici mettre nos stratégies, mais l'alternative, c'est d'abord que il faudra d'abord que l'État puisse mettre, n'est-ce pas, ceux qui sont censés réguler la circulation dans de bonnes conditions. Parce que les mots Talika, ce dont vous avez dénoncé ici, c'est parce que ces gens-là, ils sont là sous la chaleur, n'est-ce pas, ils sont mal payés, vous comprenez? Donc, et c'est ce qui fait à ce qu'ils puissent, donc la première des solutions, c'est d'abord de trouver une solution sociale, n'est-ce pas, économique, pour ceux-là. Ça, c'est la première des solutions. Et c'est d'ailleurs la principale, je pense. Parce que c'est des régulations... Vous pensez que c'est le fait d'être mal payé, c'est ça qui les pousse à rançonner? Mais évidemment. Bon, alors, ceux qui adhèrent à la police, on va dire, qui ont adhéré il n'y a pas longtemps à la police, étaient au courant déjà du fait que c'était mal payé, mais pourquoi ils ont accepté de faire ce travail-là? Si on accepte de servir sous le drapeau, ça veut dire que c'est un travail déjà de sacrifice. Oui, un travail de sacrifice, évidemment, mais tout travail mérite un salaire. Oui, mais alors le fait de ne pas être bien payé, c'est ça qui doit autoriser. Mais justement, parce que moi ici, j'ai condamné cela. Je condamne et je condamne avec les fermes mots. C'est inacceptable et d'ailleurs c'est pratique. Mais nous devons être réalistes, n'est-ce pas? C'est ça donc, c'est ça le fait. Le fait, donc, on condamne cela. Mais c'est la pratique. Donc, c'est les faits, c'est vécu, notamment parce que ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien rémunérés. Voilà. Et ils sont censés rester là, sous la chaleur, n'est-ce pas? Vous comprenez que ce sont aussi des pères de famille, donc voilà, il faut avoir un cœur. On va parler des médecins, de leur côté, qui vont organiser un service minimum avec les modalités suivantes. Sortie précoce des malades des hôpitaux. Vous êtes dans les hôpitaux, on va vous sortir de manière précoce. Gestion accélérée des malades en post-opératoire, annulation des actes électifs programmés, suspension des consultations externes et plusieurs autres. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Merci beaucoup, madame. Je pense que le secteur de la
santé occupe une place primordiale dans le fonctionnement des institutions, mais surtout le fonctionnement de la politique d'avec le niveau du Congo, mais surtout le système international. Comme mon colibataire d'en face vient de le dire, que tout travail mérite un salaire. Je pense que quelqu'un ne peut pas sortir de sa maison, aller travailler pour qu'il ne soit pas payé. Or, il a des charges à louer au niveau de sa maison, au niveau de sa famille. Voilà pourquoi il faut vraiment améliorer les conditions, mais surtout, il faut aussi lui donner son droit comme tel. Et je pense que, et par rapport aussi aux réalités conjoncturelles actuelles que nous sommes en train de connaître sur le plan international et sur le plan de la politique sanitaire en République du Congo, caractérisée par la Covid-19, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment un moment aussi précieux que le gouvernement congolais, à travers le Premier ministre et le ministre de la Santé, de bien vouloir s'imprégner par rapport aux revendications des agents de la santé, afin de bien vouloir trouver une solution dans les brefs délais, parce que si nous faisons vraiment beaucoup de lenteur, nous risquerons de compter beaucoup de morts dans les hôpitaux. Voilà pourquoi nous devons vraiment tout faire pour élaguer cette situation, mais surtout remettre les agents de la santé dans leurs droits, parce que en soi, dans le fonctionnement politique d'un État, nous avons la santé et à manger qui sont vraiment au quotidien, les priorités. Et puis, ce sont des histoires qui sont vraiment au quotidien, auxquelles on doit vraiment s'imprégner. Voilà et le transport aussi, parce que si les médecins grèvent aujourd'hui, les transporteurs aussi grèvent, voyez un peu comment est-ce que c'est similaire. La République est paralysée. Voilà pourquoi l'État doit jouer son rôle, effectivement, pour répondre aux attentes de la population, mais surtout à ces agents-là, parce que c'est vraiment pratiquement possible. Vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui a travaillé comme nouvelle unité dans un hôpital de l'État pendant une année sans pouvoir être engagé. Or, dans les droits du travail, c'est condamnable. Oui. Parce que quelqu'un qui a déjà fait 6 mois, l'office doit être engagé et puis bénéficier de son salaire et prime comme tel. Mais il y a même les gens de l'INRB qui ont effectué les grands travaux en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, mais il y a certains qui réclament ces jours les primes ou encore leur salaire. C'est pour autant dire que non, on doit nécessairement voir ces choses avec beaucoup d'attention, mais surtout il faut chercher à donner des instructions. Le premier, c'est de donner des instructions auprès de ministres qui ont la fonction de la chaîne des dépenses, budget, finance et consort, pour mécaniser certains agents qui réclament la mécanisation, mais également aussi chercher à remettre aussi les autres agents qui réclament les arriérés de paiement dans leurs droits, afin que nous puissions faire fonctionner l'État de manière positive. Monsieur Nzei, pensez-vous que le gouvernement de Warrior travaille selon les priorités énumérées par votre co-débatteur d'en face, la santé, le transport, enfin, on va dire le social? Vous pensez que... Bon, d'abord, le parti LDN que je préside, les démocrates nationalistes, nous allons rendre une déclaration générale, n'est-ce pas, sur les 100 jours du gouvernement de Sama Lukonde. Et c'est dans cette déclaration-là qui va intervenir le 1er août, dimanche 1er août prochain, que nous allons aborder ces différentes préoccupations et sectaires. Mais quand bien même que les 100 jours interviendront, ça sera totalisé en date du 6 août. Donc, aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité étatique. C'est clair. Donc, vous comprenez là que ce n'est pas seulement une situation que traverse les médecins, mais c'est toute l'administration publique qui est paralysée, n'est-ce pas? Depuis qu'ils sont là en fonction des Warriors, je ne sais pas, leurs priorités sont ailleurs. On ne sent pas, n'est-ce pas? Dans la fonction publique, là-bas, il y a des agents, comme là, j'étais là dans votre antichambre en train de lire quelques journaux. Madame, c'est la même chanson que nous chante M. Liaou aujourd'hui, c'est cette même chanson qu'avait chanté Madame Ebongo, n'est-ce pas? Il y a des fictifs, il y a des doublons, il y a ceci, c'est là. Et par la suite, il y a eu des contrôles dans les administrations. Et un fichier a été constitué, n'est-ce pas?
il y a une base de données numériques. M. Liaou entre avec le gouvernement des Warriors, il trouve tout ceci sur sa table, parce que c'est l'administration qui a travaillé, ce sont des données qui existent, n'est-ce pas? Et lui continue avec la même chanson. Pendant que ces fonctionnaires qui sont en règle, ceux que vous avez trouvés en règle, n'est-ce pas, ne sont pas payés. Au lieu de les faire entrer dans leurs droits, ce sont des chansons inutiles, n'est-ce pas, madame? On en a assez de cela. Et je pense que la sanction pour ce gouvernement sera plus sévère. Et en tout cas, l'échec, c'est sur toutes les lignes. Ça c'est une évidence. Donc, l'échec, il est là. Il est patent, il est plausible, que personne ne peut remettre en question. Mais je vous assure que c'est dur. Donc, la base des données numériques travaillées, le SEMRAP, au niveau à l'antichambre du ministre de la fonction publique, on peut les donner de l'administration. Des doublons, mais vous les déclassez. Il y a des ceci, mais vous les déclassez. Mais le fichier est là, il est resté, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est sur ça que vous allez travailler. Mais quelles sont vos propositions concrètes? Passez à l'action, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, l'échec, il est patent. Et on ne sait pas jusqu'où nous irons avec ces chansons, n'est-ce pas? Du matin au soir. Et finalement, les fonctionnaires en ont assez. Et leurs conditions d'abord sont misérables, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les médecins sont dans leurs droits, n'est-ce pas? Des gréver, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs un droit qui est constitutionnel. Ils doivent gréver, n'est-ce pas? Face à une autorité Et si vous avez qui n'arrive pas. Si vous avez un membre de votre famille qui meurt suite à ces grèves-là, donc ça veut dire le médecin n'y touche plus et tout ça, vous aurez le... Non, bon, je ne voudrais pas ici non, personnaliser... on le dit seulement, je ne voulais pas ici personnaliser oui. les on débats. On comprend ce mouvement-là, mais on oui, dit quand mais... vous dites qu'ils doivent, oui, c'est vrai, c'est dans leurs droits, mais je dis si de cette grève-là, quelque chose subvenait à un des membres de votre famille. Bon, je ne voudrais pas... C'est la République que vous allez condamner? Non, mais évidemment qu'il y a grève, mais il y a un service minimum, parce qu'on ne peut pas gréver et fermer les hôpitaux, vous comprenez? Donc, il y a un service minimum qui travaille, mais ils doivent gréver. Mais s'ils ne grévaient pas, comment ils vont manifester? Comment ils vont rentrer dans leurs droits? Okay. N'est-ce pas? Donc, nous sommes là face à un État et un gouvernement, n'est-ce pas, qui est là en train de faire des promesses inutiles et son action n'est même pas sentie sur terrain, n'est-ce pas? Le budget 2021 avait prévu la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, notamment du secteur de la santé, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui, nous entrons au 3e trimestre, bientôt, oui, au 2e trimestre. 2e trimestre. Mais l'argent qui avait été affecté va où? N'est-ce pas là un détournement? Merci. Monsieur Soka, vous partagez le même avis? Bon, en fait... que c'est la cata partout. en fait, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous venez de le dire, au-delà des revendications, des salaires ou encore des mécanisations, on doit également aussi refléter l'âme du nationalisme. Pourquoi? Parce que tu viens même de poser la question si son frère est malade. Et que c'était une question ne veulent pas participer pour faire, je sais pas, de soigner, il peut trouver la mort. Évidemment. Non, il faut quand même réveiller aussi la conscience de nos agents de la santé. Donc, c'est-à-dire quoi? En même temps, ils sont en train de revendiquer, tout en mettant en place un comité restreint qui doit entrer pour parler avec le gouvernement pour l'amélioration de la condition salariale et la mécanisation de certaines nouvelles unités. Mais en même temps aussi, il faut maintenir un service minimum afin de pallier à tous les enjeux concernant la santé de la population. Parce que si aujourd'hui, ce n'est pas son frère, mais ça peut être aussi l'autre. Donc, en tant que Congolais, nous sommes tous de la même famille. Comme nationalistes, en tout cas, nous devons toujours chercher à incarner ces valeurs-là, du nationalisme, de la mère patrie. Au lieu toujours de voir l'argent, oui, c'est bon, mais il faut aussi voir que l'État a des priorités. Il fallait mécaniser ces gens-là, mais nous sommes en plein deuxième trimestre. Alors, voyons attendre, parce que selon le ministre, selon le gouvernement, si tout va bien, dans ce deuxième trimestre, on pourra prendre
de mesures adéquates pour mécaniser, mais surtout pour aussi payer les arriérés des salaires de ces agents sanitaires. Il ne faut pas voir toujours les démons partout. Il faut plutôt chercher aussi à comprendre est-ce qu'il y a les moyens pour allouer, pour payer ces agents-là, ou encore l'État est en train de connaître quelle situation financière. Et M. Nsei parle d'un budget qui avait été alloué à ce secteur-là dans le budget 2021, oui, mais où va l'argent? Oui, le budget a été alloué. Nous sommes pas encore arrivés à la fin de l'année. Nous avons 3 trimestres. Tout le monde le sait, même lui le sait. Donc si au premier trimestre, on n'a pas pu aligner, peut-être attendons voir avec le pourparler entre les agents du secteur de la santé et le gouvernement. Peut-être on pourrait, je pense bien, on va les aligner dans le deuxième trimestre, sinon pas du troisième trimestre. Au moins qu'ils soient alignés, au moins que les agents qui ont des arriérés puissent être payés au lieu que nous puissions dépasser cette année pour aller l'année prochaine. Donc il faut que nous puissions quand même chercher à réfléchir comme des nationalistes et non toujours avoir les mal partout. En tout cas, c'était... Bizarrement, c'est quelqu'un qui n'est pas... enfin, oui, vous êtes nationalistes aussi tous les deux, hein, il faut le préciser. Bon, moi, ce que je crains avec ce mouvement de grève des personnels de la santé, c'est cette montée en flèche de cette pandémie Covid-19. Parce que cette grève touche tous les secteurs, même les agents qui sont commis à la riposte contre la Covid-19. Alors, pour terminer, clore ce sujet, quelles sont vos recommandations aux autorités qui nous suivent pour ces 2 mouvements de grève? Bon, je pense que l'autorité régulatrice plutôt, doivent prendre ses responsabilités en main, chercher à créer un cadre de concertation avec le service de tutelle dans le domaine des transports, tout comme dans le domaine de la santé, afin de parler et pallier à ces différentes réalités, obstacles pour faire avancer les pays. Parce que si, c'est comme l'État est considéré comme étant le corps d'une personne auquel si la main est malade, ça peut affecter tous les corps. Voilà pourquoi les secteurs du transport, tout comme les secteurs de la santé, ce sont des secteurs primordiaux pour le bon fonctionnement des institutions, mais surtout pour la bonne commodité des personnes dans la société congolaise. Voilà pourquoi il faut trouver des solutions meilleures, mais je tiens à rappeler à la conscience des uns et des autres de vouloir prioriser l'intérêt général de la population, de la nation, et non l'intérêt égoïste. Monsieur Nsei? Donc, la réponse à cette grève, c'est que les gouvernements devra, n'est-ce pas, venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des médecins, des corps médicaux et des fonctionnaires dans son ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, ça commence avec le secteur de la santé, demain ça sera l'éducation et ça va s'étendre dans toutes les administrations, vous comprenez. Et quant à ce qui concerne les problèmes de circulation, nous appelons, j'appelle ici les chauffeurs au calme et à l'apaisement, qu'ils puissent ne pas endurer plus de peine à la population quinoise déjà démunie, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me disait vraiment j'ai pratiquement dépensé ce matin pour arriver ici 7000 francs parce que et tout ça. Donc s'il y a des problèmes, il faudra mieux savoir comment canaliser n'est-ce pas leurs propositions, leurs revendications. Voilà, et non de paralyser la ville et donner aussi du mal à leurs compatriotes que nous sommes. Voilà, et aussi créer des désordres, comme là, il y a eu les Chegues sont emmêlés, il y a eu des désordres, ça a encore rajouté des problèmes. Dans chaque mouvement, il y a toujours des effets collatéraux, il ne faut jamais oublier cela. Hein. Donc, on va parler maintenant de... Je vais recueillir vos réactions. Si je... oui, parce qu'on n'était pas préparé aux deux précédents là. Justement, c'est l'actualité. Voilà. Alors, les réactions sur le projet de loi sur la congolité, Monsieur Zoka, il y a le cardinal. Déjà, votre avis sur ce projet de loi sur la congolité? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que la proposition des lois de M. Tiani, c'est une problématique majeure pour le fonctionnement de notre pays, mais aussi
cette proposition de loi prouve à suffisance que la démocratie existe dans notre pays à travers la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi la liberté de préférence. C'est pour autant dire que la proposition de Tiani n'est pas une parole d'évangile. Voilà pourquoi nous, les acteurs politiques que nous sommes, et la population, nous allons émettre nos avis et considérations. Et quant à mon avis, je pense que cette proposition de loi, c'est une proposition criminelle, c'est une proposition incendiaire, mais surtout c'est une proposition qui reflète la politique traditionnelle et non la politique moderne. Pourquoi? Parce que M. Tiani, bon, moi en tant que politologue de formation, je pense que aujourd'hui, face à la misère extrême, face à la souffrance, face au sous-développement que le Congo est en train de connaître, nous devons éviter la politique de provincialisme, mais plutôt chercher à privilégier la politique moderne qui doit être bâtie sur base des références, sur base des valeurs républicaines, sur base de l'unité, mais surtout la promotion des valeurs du nationalisme et du respect de la mère patrie. Donc c'est pour autant dire que la constitution de notre pays a déjà été claire dans son article 10 qui prévoit les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Et quand on parle de la congolité, on fait allusion à la nationalité. Et quand on parle de la nationalité, on fait allusion au recensement. Or, le recensement, c'est un moyen par lequel l'État s'approprie pour identifier de manière statistique le nombre de la population, de comprendre qui est citoyen congolais, qui est étranger, qui sont les apatrides, afin de faire une idée générale concernant le nombre démographique qui regorge la population congolaise en général, parce que la population, quand on parle de la population, nous voyons les citoyens, nous voyons les étrangers qu'on sort, et chercher aussi à livrer à la fin ce qu'on appelle la carte d'identité. C'est une chose qui est un projet pour l'État, mais par rapport à cette proposition de loi, je pense que c'est une proposition de loi qui va incendier le pays. Voilà pourquoi même il y a la dame de la MONUSCO qui a la porte pour dire que c'est une loi qui va créer des incidents politiques que nous ne voulons pas par rapport à ces contextes. Et nous surtout que les élections approchent. Et ça, nous avons vu aussi les propos du cardinal Fridola Mbongo qui est contre cela, mais les peuples congolais aussi en général par rapport à leur sens de hospitalisation, par rapport à leur sens du niveau élevé du nationalisme, sont également aussi contre cela. Pourquoi? Parce que en soi, notre pays, c'est un pays qui a connu des réalités conflictuelles récurrentes. À l'heure actuelle, nous sommes en train de chercher à bâtir notre pays. C'est un fondement de pouvoir réel auquel la population doit trouver son compte. Et puis, quand on parle de la communauté, nous devons aussi se poser des questions. S'il y a un Congolais, des pères et des mères, mais qui organise ou encore qui encaistre de détournement des fonds de l'État, est-ce que celui-là, on peut le considérer comme un Congolais? Moi, je vois un Congolais par rapport au lien d'attachement, de solidarité, de nationalisme, et non un Congolais par le fait d'appartenir à un papa ou encore à une maman congolaise. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, prenons le cas maintenant des Congolais qui ont quitté le Congo pour aller faire leur vie en Europe. 20 ans, 30 ans, les conditions pour avoir des jobs tout consolant, il faut changer de nationalité. Ils ont changé de nationalité. Et après quelques années, ils se sont rendus compte qu'il faut revenir au pays. Ils sont revenus au pays maintenant. Nous avons beaucoup qui sont des députés, nous avons beaucoup qui sont des mandataires. Oui, mais là, ça ne concerne pas la loi Tiani. La loi Tiani parle de père et de mère. Donc ça veut dire, même si vous avez changé un jour de nationalité, ça veut dire que vous pouvez encore revenir à votre nationalité congolaise. Mais vous demeurez, votre père et votre mère demeurent des Congolais. Voilà pourquoi c'est vraiment une loi incendiaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a quitté le Congo et qui commence qui est vu plutôt au niveau de l'Europe ou encore de la France et travaille là-bas. Prenons l'exemple. J'ai suivi un jour le séminaire de Mouzitou, auquel avait invité M. Thomas Louaka. Thomas Louaka a parlé par rapport à cette question de la nationalité. Et il a exhibé ses explications qui étaient également aussi fondées. Comment se fait-il que non? Parce qu'aujourd'hui, ce qui veut, c'est quoi?
on doit chercher à faire aussi la politique tout en se référant par rapport au fonctionnement des systèmes internationaux, mais surtout au fonctionnement de la politique des autres États dans le monde. Prenons le cas de la France. Sarkozy fut président de la République française, mais il n'est pas français d'origine, il est d'origine hongroise. Mais prenons l'exemple de l'Égypte qui le dit aussi être de père et de mère, et eux, ils vont même jusqu'à la religion, il faut être de religion musulmane. Ah, c'est pour te dire que non, ce sont des lois thérésimésiques, mais surtout des lois incendiaires, des lois de discrimination, parce qu'aujourd'hui, en soi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quoi? Toute initiative venant d'un acteur politique qui cherche à compliquer la donne des dispositions constitutionnelles, il faut toujours savoir que non, ça cache des agendas cachés politiques derrière. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, notre frère Tiani bénéficie du soutien de certaines officines du pouvoir, même si moi je suis du cash, je suis des liens sacrés, mais il faut qu'on en ait pas simplement de la République. Il faut faire participer tout le monde à l'élection électorale, mais qu'il puisse remplir les conditions qu'il faut pour participer aux élections et non vouloir à écarter certains potentiels candidats. Voilà pourquoi moi je pense que non. En tout cas, les députés nationaux, j'irai réveiller leur conscience afin de ne pas faire passer cette proposition de loi. Monsieur Batingzey, vous ne pensez pas que cette loi, quelque part, est en train de protéger les avoirs congolais? Parce que le même Congolais que nous sommes, on est assez bizarre, hein, les Congolais. Il y a quelque temps, avec le régime passé, on fustigeait le fait qu'il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que le président du régime passé n'était pas congolais. Il y en a qui disent qu'on a eu des généraux à la tête de cette armée qui étaient des Rwandais et tout ça. Alors, vous ne pensez pas que quelque part, le fait de vouloir faire passer cette loi-là, c'est une manière de protéger notre République? Bon, d'abord, les LDN que je préside, nous n'avons pas officiellement rendu une position par rapport à cela. Mais les FCC a fixé l'opinion. Donc, ce qui saute clairement menace de mobiliser tous ces députés, c'est que c'est une loi de trop. C'est superfétatoire, n'est-ce pas? Et ça viole même la Constitution. Parce que l'on ne peut pas, n'est-ce pas, une loi ne peut pas en aval remettre en question l'esprit, n'est-ce pas, et même la lettre de la Constitution en amont. C'est une loi qui est contre l'esprit républicain. Et je rejette tout de suite cela et je trouve que c'est un prétexte dont se servent certains pour s'échapper du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Madame Lilia, je vais aller article à l'appui. Parlant des conditionnalités pour, n'est-ce pas, par exemple, l'élection présidentielle. L'article 72.1 est déjà clair. Notamment, on dit qu'il faudra posséder la nationalité congolaise d'origine. Et c'est quoi la nationalité congolaise d'origine, n'est-ce pas? C'est bien explicité, n'est-ce pas, dans l'article 10. Donc, Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués ce qu'est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Donc, ici, par nationalité d'origine, s'oppose directement la nationalité d'acquisition, n'est-ce pas? Donc, par naturalisation, par le fait, par exemple, que des étrangers vivant au Congo, n'est-ce pas, qui enfantent, qui engendrent, ou je ne sais moi, procréent, engendrent, n'est-ce pas, sur les sols congolais. Nécessairement que cet enfant-là, n'est-ce pas, est né sur les sols congolais, et normalement, il doit avoir la nationalité congolaise, parce qu'il y a les droits du sol aussi que nous reconnaissons. Quand bien même que ses parents soient étrangers, n'est-ce pas? Mais il reviendra à cet enfant, n'est-ce pas, d'opter pour une nationalité à l'âge de la majorité. Donc, ça sera à lui d'opter pour la nationalité soit de ses parents, soit pour la nationalité congolaise. Mais cet enfant-là n'aura pas les droits, n'est-ce pas, de se présenter à une élection
présidentielle, comme c'est le cas ici, parce qu'il ne dispose pas de la nationalité congolaise d'origine, n'est-ce pas? C'est de la confusion. Certains sont même allés plus loin pour dire non, mais vous savez, si l'on n'adoptait pas cette loi, il y a Vincent Karega qui va postuler devenir président de la République démocratique du Congo. Mais c'était encore une confusion de plus, un populisme, n'est-ce pas? La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne se détient pas concurremment. Donc, que Vincent Karega soit, je ne sais moi, de mère congolaise et de père rwandais, du fait pour lui d'opter pour la nationalité rwandaise, c'est un Rwandais. Donc, il n'est pas reconnu comme Congolais et ne peut, en aucun cas, même pas dans un rêve, avoir ces droits-là. Pourquoi vous dites même pas dans un rêve? Puisque ici, il a une mère congolaise, ça dit qu'aujourd'hui, il peut choisir de laisser tomber la nationalité rwandaise pour revenir à la nationalité congolaise, puisqu'il a une mère congolaise. Vous dites? Non, bah oui, mais non. Justement. Mais en disant non, j'ai trouvé ça un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on dit ceci. On prend un faux prétexte pour dire si nous n'adoptons pas cette loi, voilà, il y aura Vincent Karega qui pourra... Déjà, il faut bien préciser que les lois sont impersonnelles. On ne les vote pas pour des personnes. C'est là qu'on se pose aussi la question. Mais les postes verrouillés, ce sont seulement ceux de la présidence de la République et celle, je crois, du Sénat, de la présidence du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. Justement. Mais vous ne pensez pas qu'une personne qui veut servir la RDC comme son pays ne peut pas vouloir faire autre chose? En adoptant justement une pareille loi, cela permettra justement à Vincent Karega de postuler. N'est-ce pas? Donc vous êtes pour cette loi? Non, mais juste en adoptant, mais là on ne se comprend pas. En adoptant cette loi-là, Vincent Karega pourra postuler. Mais à l'heure actuelle, là, la Constitution est claire, n'est-ce pas? Il y a des gages et c'est républicain, n'est-ce pas? Je pense que l'on a voulu, pas dire avec les mots, n'est-ce pas, qui est les mots de M. Tchani, des pères et des mères, c'était des trop. N'est-ce pas? Nous sommes dans une république, il y a un minimum de fraternité. Mais c'est ça que je dis, que l'exemple de Karega, moi je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire. Parce qu'on a dit de père et de mère. Ça veut dire, on a dit que vos deux parents doivent être congolais. On ne comprend pas. J'ai pris l'exemple de Karega justement pour corroborer les raisonnements dont j'étais en train de démontrer. Il n'a qu'un seul parent congolais. Comment est-ce que ça passera? J'ai dit, à l'heure actuelle là, Karega ne peut pas, parce qu'il a opté pour la nationalité rwandaise et que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et comme elle ne se détient pas concurremment avec une autre, il ne peut pas. Mais en adoptant une pareille loi, là c'est là... Ben non, là, je ne comprends pas justement. En adoptant une pareille loi... Justement, c'est pour contrer ce genre de choses. Mais la Constitution est déjà claire, madame. Oui, mais l'exemple de Karega n'est pas un bon exemple à donner, là, parce que vous contredisez. Non, mais ce sont les amis de l'UDPS, n'est-ce pas, qui avançaient cela comme mobile. Je dis, mais si on ne mettait pas cette loi, voilà, Vincent Karega viendra postuler. C'est pourquoi je dis, niet, ça c'est un faux prétexte. Donc, qu'on n'adopte pas cette loi et Vincent Karega n'aura pas les droits. Donc, voilà, un peu une parenthèse. Mais vous dites ici, la loi est impersonnelle, c'est pas un problème des camps politiques. Mais aujourd'hui, l'ami là, il est d'en face, il est de l'UNC, il a dit qu'il est de l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée, d'ailleurs, ils sont en train de se donner des coups, n'est-ce pas? Entre eux, par rapport à cette loi. Bon, la loi est impersonnelle, ça ne concerne pas des clans politiques, des individus et tout ça. Mais voilà, il y a déjà une contradiction manifeste, n'est-ce pas, au sein de cette union sacrée. Et nous, ça ne nous étonne pas, parce que l'on avait en son temps, n'est-ce pas, alerté aux amis d'ensemble et du MLC à la Constitution même... Il faut préciser qu'il y a certains députés d'ensemble qui sont pour cette loi. À la Constitution même de cette union sacrée, qu'en apportant de béquilles, notamment à M. Félix Tshisekedi, pour constituer, n'est-ce pas, sa plateforme, n'est-ce pas, il avait fallu réfléchir 1001 fois. Parce que, si vous vérifiez même les tweets, il y en a, vous pouvez les consulter. L'on avait dit ça, que après avoir, n'est-ce pas, signé les certificats de décès politiques de M. Vital Kamerhe, c'est maintenant
autour... S'il vous plaît, nous ne faisons pas d'amalgame, nous parlons d'une loi personnelle et les Congolais cherchent à savoir, justement, parce que là vous cherchez peut-être parce que vous êtes politicien, vous êtes tous les deux politiciens, mais réfléchissons mais les débats républicains. C'est dans les états-majors. Oui, justement, réfléchissons républicains pour voir si cette loi passera ou pas. Cette loi-là, je vous ai dit qu'elle est inopportune parce que la Constitution a déjà réglé, à la lumière de ce que je venais de démontrer, peut-être si vous allez revoir oui, on vous a compris. La rediffusion, vous allez essayer un peu de comprendre mon raisonnement. Donc, voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire là. Aujourd'hui, l'UDPS, il se donne de coups bas entre eux dans cette même union sacrée, mais ensemble, n'a qu'à tirer les conséquences et les leçons, n'est-ce pas, de son alliance avec l'UDPS. Parce que Vital Kamerhe a été déclassé et aujourd'hui il crie à l'acharnement. Non, mais moi j'ai suivi les communicateurs d'ensemble. Il y a nos aînés, les Francis Kalombo et j'en passe, qui sont revenus largement derrière la toile brûle. Ils ont menacé de quitter l'union sacrée. C'est pas une menace qui date d'aujourd'hui. Donc, ce sont J'ai reçu des gens de l'UNC sur ce plateau qui ont dit qu'ils ne vont pas quitter. Qui ne vont pas quitter. Oui, qui ne vont pas. Moi, ça me concerne. Mais justement, pourquoi vous parlez de ça, ça ne vous concerne pas? C'est un débat interne entre. Non. Bah justement, laissez ceux qui sont. Il est de l'UNC. Moi, je donc, parle. Il est de l'UNC, c'est celui qui peut parler le plus. Cette attitude d'ensemble de pleurer aujourd'hui, moi j'ai dit, ils n'ont qu'à tirer les conséquences. Vous en frottez les mains, vous êtes très content. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Monsieur Zoka, on essaie de comprendre ici, pourquoi est-ce que vous réfutez cette loi, vous dites qu'elle est criminelle et tout ça, c'est parce qu'en fait, avec vos analyses, ceux qui nous suivent peuvent en tirer des leçons et on va essayer de voir. Parce que le problème, c'est que la personne qui a porté cette loi, monsieur l'honorable Tingi Pouloulou, dit que personne n'est concerné au fait dans cette loi. On essaie juste de verrouiller certains accès à des étrangers. Bon, moi, je me pose une question. Qui est étranger? Bon, c'est celui qui n'est pas né de père et de mère congolaise dans ce contexte ici. Mais dans le cas où quelqu'un, il a donné l'exemple tout à l'heure de Vincent Karega, de quelqu'un qui est né d'âme des parents congolais, qui est né, grandi ici en RDC, qui n'a que la RDC comme pays, qui n'est jamais même allé dans le pays voisin de son père, qui est peut-être de notre nationalité, parce que ce père-là a adopté la nationalité congolaise, ou bien soit il n'a pas adopté, soit il a vécu au Congo, il a travaillé pour le Congo. Moi, je me pose la question, une telle personne, n'est-ce pas la frustrer quelque part en lui refaisant accès à certaines fonctionnalités, de certains postes de ce pays? Bon, en fait, s'il faut parler ainsi, je pense que si quelqu'un est, je peux dire officiellement reconnu comme étant un étranger, en principe, il ne peut pas accéder dans certaines fonctions politiques de notre pays. Là, c'est clair et net. Mais si la personne, par exemple, remplisse la condition d'acquisition de nationalité telle que définie dans l'article 10, par exemple, ses arrière-parents ont habité le Congo avant l'indépendance, là, en tout cas, il n'y a pas de débat. Mais je pense également aussi que mon frère d'en face est en train de beaucoup patauger. On parle d'une autre thématique, mais il cherche toujours à parler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'est pas un petit poisson, mais surtout Vital Kamerhe, je te dis qu'il n'est pas déstabilisé par sa politique, non. Au contraire, parce que lorsqu'un homme politique, un homme d'État de taille de Kamerhe n'est pas encore mort, il ne faut pas déclarer que non, ça fait un politique. Aujourd'hui, vous avez suivi vous-même à Butembo, le président de la République a confirmé l'honnêteté de Vital Kamerhe, auquel il a même contredit le jugement rendu par rapport au dossier des 100 jours. C'est pour autant dire que non. Le couteau de Balbaradage, contredit, c'est aussi trop dire. Et il y a qu'à Malem et s'installer. C'est pour autant dire quoi? C'est pour autant dire que non. Nous, à l'INC, on a toujours resté serein par rapport à notre position. Nous sommes à Nyosake au cash parce que c'est notre pouvoir d'ensemble avec l'IDPS. Mais nous pouvons également aussi critiquer lorsque ça ne va pas. Alors, voilà pourquoi, moi je pense que par rapport à la proposition, si je peux faire une proposition par rapport à la proposition des lois de Tiani, il aurait fallu pour Tiani peut-être de vouloir dire que comme il y a les droits du sol et les droits du sang, mais peut-être on peut dire que tout celui qui est étranger et qu'il a déjà opté pour une autre nationalité auquel il travaille pour cet État-là, d'office, comme le cas de Karega, ambassadeur rwandais, d'office,
il ne peut plus encore renoncer à la nationalité rwandaise pour adopter la nationalité congolaise. Mais c'est un choix, les nationalités, vous savez. Moi, je peux devenir russe aujourd'hui. C'est un choix que je fais. Oui, c'est un choix, mais là, les dispositions constitutionnelles ou encore les dispositions en matière de la nationalité évoluent au fil du temps, mais surtout par rapport au contexte sociopolitique du pays. C'est-à-dire, on peut également, parce que même la Constitution, la loi sur la Constitution a été élaborée, c'est base des réalités sociopolitiques de l'époque, ou encore actuellement de l'époque actuelle. Voilà pourquoi ça peut être aussi verrouillé dans ce sens-là, que tout celui qui a déjà manifesté son appartenance à un autre État, même si ne peut plus encore revenir, peut-être dans ce sens ça peut aller, parce que les droits du sang et les droits du sol, c'est quelque chose qui est très capital. C'est d'ailleurs une référence de la politique même occidentale, qui aujourd'hui, avec les villages planétaires que le monde est en train de traverser, nous sommes obligés de travailler avec les intelligences qui peuvent apporter... Oui, mais à un certain niveau, le problème c'est qu'on refuse au sommet, à la magistrature suprême et aux fonctions de président de Sénat et président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que j'ai dit au départ que... Pourquoi est-ce que ça devrait fâcher? Pourquoi les gens... En fait, c'est parce que peut-être, comme vous dites, peut-être il y a des projets derrière. Mais si au cas où il n'y aurait pas ce projet-là, en quoi cette loi est mauvaise? Merci beaucoup, madame. Moi, je rassure que non. Il y a des projets machiavélistes. Pourquoi? Parce que si vous constatez, vous allez voir que non, il y a certaines officines au sein des pouvoirs qui sont en train d'appuyer ces genres d'actions des minorités. Or, en réalité, quand on parle de la communauté, comme je l'avais dit, on fait allusion au nationalisme. Or, le nationalisme, par définition, comme tel que défini par le professeur Durossel, c'est lorsqu'une communauté prend conscience de son État, d'organiser sa société de sa propre manière, mais surtout de chercher à porter des efforts significatifs pour relever les défis de cet État-là. C'est là qu'on peut parler d'un Congolais. C'est-à-dire quoi? Noël Tchani lui-même, d'abord, il a changé la nationalité, il avait la nationalité américaine. Et après, il est venu postuler même avec la même nationalité américaine, mais il n'a jamais la nationalité congolaise. C'est pour dire que non, d'abord lui-même sur le plan de l'honnêteté, il n'est pas honnête. Sur le plan même de l'éthique, de la responsabilité, de la conscience patriotique, il ne reflète pas cela. Voilà pourquoi il n'a pas une leçon à donner à la corporation politique de la République démocratique du Congo, mais surtout vit aussi l'inopportunité par rapport aux enjeux politiques de l'ère. Il faut éviter, parce que cette loi-là, ça va créer encore des fissures auxquelles nous, les politiques et la population, avec les difficultés, la pauvreté qui est récurrente, nous ne voulons pas encore reculer en arrière. Voilà pourquoi nous interpellons, nous sommes en train d'interpeller la conscience, mais surtout l'implication des chefs de l'État, parce que lui qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement de la République, de bien vouloir surseoir cette position de loi. Nous sommes informés qu'il y a une affaire de 5 quelques députés de l'Union sacrée qui veulent que cette loi puisse passer dans la session 200 et quelques. La session de septembre. Mais moi je pense que non, en tout cas, ça serait vraiment... Alors pour vous, ça sera votre mot de la fin. Pour vous, vous pensez que cette loi est vraiment inappropriée ou vous pensez qu'il lui faut des amendements pour passer? Merci beaucoup, madame. Je pense que pourquoi je dis une opportunité, parce que en réalité, nous devons chercher à comprendre c'est quoi la mission principale d'un État vis-à-vis de son peuple. Est-ce que la mission principale, c'est de proposer la congolité qui est inopportune, auquel la Constitution a déjà résolu? Est-ce que la mission principale de l'État, c'est de bien vouloir chercher à écarter, parce que c'est sous forme d'écarter certains candidats potentiels? Je ne pense pas. La mission principale de l'État, c'est de vouloir améliorer le bien-être de la population et de sécuriser les personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, la mission principale, c'est de chercher comment améliorer les conditions alimentaires du peuple congolais avec la fixation des prix, avec les secteurs privés. La mission principale aujourd'hui, c'est de chercher comment à mettre fin à l'insécurité à l'Est, parce que c'est par rapport à cette politique sécuritaire qu'on avait élu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en 2018, ensemble avec l'INC. Et en dehors de ça, nous avons également aussi le problème des taux de chômage élevés, de 9% des jeunes qui sont en chômage. En dehors de ça, nous avons le problème en ce qui concerne les PIB, qui est trop faible. Nous avons le problème en ce qui concerne la redéfinition actuelle de la fonction de l'État. Est-ce que nous sommes un État patron? Est-ce que nous sommes un État gendarme? Est-ce que nous sommes un État providentiel? Mais je peux vous dire que nous sommes un État gendarme.
Or, en réalité, par rapport aux enjeux actuels de la Covid, on doit chercher à non seulement stabiliser, mais surtout à apporter des apports significatifs pour relever l'économie de notre pays. Et surtout qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, je compare son pouvoir avec le pouvoir de Marshal Mobutu, deuxième République, auquel il a bénéficié des soutiens diplomatiques des États-Unis d'Amérique. Mais lui, en soi, il ne doit pas maintenant se servir de cet soutien diplomatique pour chercher à écarter ou encore à créer des zones, plutôt à chercher à développer l'économie de la République du Congo, tout en se référant à ce qu'on appelle l'économie et le développement endogène, relancer l'agriculture, relancer la pêche et l'élevage, mais chercher également aussi, l'État cherche également aussi à créer ses propres entreprises, c'est-à-dire devenir un État patron aussi qui doit commencer à donner de financement aux petites et moyennes entreprises afin de booster l'économie, mais surtout à faire développer l'économie ou encore le développement du Congo pour que le peuple congolais puisse quand même à se réjouir par rapport à 60 ans de l'indépendance, de l'échec qui est le père de l'indépendance. Si aujourd'hui on le fait venir, en tout cas ils seront vraiment très honteux, mais surtout très tristes par rapport aux situations précaires qui est notre pays, sur le plan économique et social que nous sommes en train de connaître. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire que nous puissions plus priorité ce qui est essentiel et non ce qui est éphémère. Accessoire. Monsieur Nzaï, votre mot de la fin. Donc voilà. Monsieur Nsinghi Pouloulou, je pense d'abord qu'il est député de la Funa, Selemba aussi. Et je pense que sa circonscription souffre énormément. Il y a des problèmes d'érosion là-bas, n'est-ce pas? Nous l'attendons à ce qu'il puisse proposer pour ses électeurs, n'est-ce pas, une proposition de loi sur la lutte anti-érosive, par exemple. Au lieu de chercher à diviser les Congolais une fois de plus. Donc, cette loi-là, nous disons, c'est comme si je réitère ici, une loi ne peut pas remettre en question l'esprit de la Constitution en amont, n'est-ce pas? Si ils veulent toucher à pareille disposition, c'est la Constitution qui doit être révisée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une loi. Comment vous allez prendre une loi en aval qui est en contradiction avec la Constitution? Donc, ça ne pourra pas passer. Donc, or, à l'heure actuelle, là, il n'y a pas d'opportunité de toucher à un seul article de la Constitution. Donc, si c'est pour eux un ballon d'essai pour voir par la suite comment ils vont toucher à la Constitution avant 2023, nous disons que là encore, ils sont en train de faire fausse route et nous allons nous lever et s'ériger en obstacle pour faire barrage, n'est-ce pas, à ce que nous avons toujours qualifié d'un groupe d'individus d'ailleurs qui a pris le pouvoir par la force. Kabila a touché à la Constitution avant les élections, vous n'avez pas fait barrage. Kabila avait, lorsque vous dites que quand Kabila avait touché à la Constitution, il y avait une proposition des modifications qui avaient été de l'initiative des parlementaires, n'est-ce pas? Mais là encore. Mais pourquoi s'il y a cette proposition-là, vous n'allez pas faire barrage? Pourquoi alors M. Nsinghi ne fait pas une proposition de révision, soit des dispositions des articles 72? Non, vous allez faire barrage, vous avez dit. Mais on ne peut pas, mais ça, on les réitère et on l'a toujours dit. Mais dans le temps passé, c'est pour ça que je dis, ce que vous avez vous reproché aujourd'hui aux autres, vous l'avez fait dans le temps. À l'époque là, il y avait une opportunité parce que il y avait d'abord des dispositions sur le découpage territorial. Et sur la décentralisation, nécessairement parce qu'on avait dit, en quoi ça a servi pour le recensement de la population? C'était dans les 36 mois que cela devait suivre, n'est-ce pas, l'installation des institutions. Mais malheureusement, arrivé en 2010, nous n'étions pas prêts. C'est ainsi que cette révision, notamment, s'était avérée opportune. Encore pour savoir en quoi ce découpage territorial a été bénéfique pour la RDC. En quoi? Et encore là, vous avez vu que de 2010, ça a été décalé pour entrer en fonction ou en vigueur pratiquement en 2015, mais on a toujours crié et dit que non, voilà, c'est Kabila, oubliant que c'est le contrat social du peuple congolais, ça se retrouve dans la Constitution, les choix, n'est-ce pas, de la forme de l'État et du découpage territorial. Donc aujourd'hui, nous disons que il y a vice de procédure, on ne peut pas apporter une loi au Parlement qui va en contradiction avec la Constitution, et une loi ne peut pas en aval entrer en contradiction avec la Constitution. Donc, si ils veulent toucher, n'est-ce pas, c'est là où proposer, je ne sais moi, verrouiller la présidentielle, il faudra toucher
à la Constitution et non venir fabriquer une loi là, n'est-ce pas? Et non venir fabriquer une loi pour chercher des faux fuyants et pour par la suite chercher à venir toucher à la Constitution. Donc nous disons, comme d'ailleurs le FCC a rendu public, que nous allons nous mobiliser contre cette initiative et nous ferons barrage en cela parce que nous ne sommes pas prêts à accepter à ce que ce pays puisse reculer. Merci. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas la division du pays, quand bien même ici que je venais de demander aux habits d'ensemble de tirer les leçons et les conséquences de leur alliance, mais nous ne sommes pas pour ça et nous voulons à tout prix préserver le contrat social et les pactes républicains. Vous l'avez dit? Souvent que vous parlez, vous êtes toujours allusion à l'union ensemble. Il y a tout consomme en tout cas. Mais je parle aujourd'hui de la contradiction, ça se trouve où? Dans l'union sacrée. Non, ce n'est pas. Mais vous devez savoir que dans toute plateforme, il y a toujours des adversités politiques par rapport au point de vue. Mais évidemment, donc si vous faites vos adversités politiques, comme vous avez dit. Ça les mal pour les opposants. Nous avons des problèmes. Vous avez un problème sérieux à ces conseils de proposition. Ah bon? Sur quoi? De proposition dans certaines matières. Non, mais oui. Parce vous savez, les partis que moi je préside, nous avons les propositions sur tous les domaines, n'est-ce pas? Mais je n'ai et pas un jour, nous aurons des plateaux spéciaux. Mais au contraire, vous voulez plus faire le débat des personnes. Non, non. Ici, comme ici, là, je suis en train de vous dire là que vous, les députés, là, vous devez savoir que c'est pas une loi qui viendra modifier la Constitution en amont. Donc, si on veut toucher en cela, il faudra toucher la Constitution et non une loi. Et je dis que c'est aussi, il n'y a pas de proposition à faire ici. Quelle proposition voulez-vous que je puisse faire? Une proposition contre celle de Noël Tchani que vous allez porter auprès d'un député. Non, moi comme Tchani l'a fait. Faites une contre-proposition. La Constitution est claire sur cela. Donc, venir aujourd'hui avec une loi, ça sera superfétatoire, ça sera des trop, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Merci, Monsieur Zoka, d'être venu. C'est votre première fois. Merci, Monsieur Patrick Nzey. Oui. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait tout au long de cette émission, que vous reverrez en rediffusion à 21h30 sur nos antennes. Entre-temps, portez-vous bien. Et demain, vous allez avoir la même émission avec un autre présentateur, c'est Merveille Baelengue. Je vous dis au revoir et à vendredi.